Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Déconnecté des réalités de son environnement mondial, inadapté aux besoins locaux du marché du travail et de l'outil de production économique, le système d'enseignement dans nos pays semble de plus en plus obéir à une logique aussi absurde que suicidaire. Avec un corps enseignant au professionnalisme douteux et sans vocation pour la majorité, une gouvernance académique approximative, des moyens de fonctionnement dérisoires, des apprenants démotivés par l'absence de perspective d'un emploi futur valorisant, apprenants dont les parents, étourdis par une paupérisation indicible, ont largement fini par perdre confiance en l'école comme facteur d'ascension ou de mobilité sociale, ce qu'elle fut il n'y a pas si longtemps. Sur ce champ de ruines, les deux protagonistes essentiels que sont les enseignants et les enseignés entretiennent des relations qui témoignent soit de la bonne qualité du système, soit de sa perversion. Comment donc se présentent leurs relations? Comment les uns et les autres se perçoivent-ils dans la dialectique implacable qui les lie? D'où vient que ce binôme sociétal soit aujourd'hui à la dérive, mais surtout, que faire pour relégitimer la dignité de la fonction enseignante afin qu'elle reconquiert le respect de l'apprenant pour le bien de tous? Nous allons tenter d'apporter quelques réponses à ces questions essentielles avec les éclairages de M. Mawloud Ben Katra. Vous êtes secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture du Mali. Et M. Yacouba Koulibaly, vous êtes professeur de philosophie au lycée Askia Mohamed de Bamako. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Africable pour cette émission. Nous n'aurons pas de téléphone à la fin de l'émission, malheureusement, pour des raisons techniques, mais nous aurons deux duplex, l'un de Libreville, l'autre de Dakar, auxquels je vous demanderai de réagir. Voyons d'abord ce que les Africains pensent de notre problématique de ce soir dans le micro-trottoir d'À votre avis. Mais il n'y a qu'à voir aujourd'hui dans la société comment l'enseignant se comporte. Déjà, quand on parle de référence morale, c'est qu'il a un comportement inculqué aux élèves. Mais si déjà celui-là qui est censé donner le bon exemple se rabaisse à aller jusqu'à draguer les élèves, comment voulez-vous que les élèves encore puissent respecter ce dernier? Alors, le fondement, comme vous le savez déjà, il y a un rapport d'enseignant à apprenant. Et le rapport qui doit exister entre eux, c'est permettre à l'apprenant d'être dans les conditions de bon apprentissage. Et pour cela, l'enseignant doit faire un effort de sorte que l'apprenant ne soit pas déçu. Aujourd'hui, il n'y a plus ce mythe qui existait entre, encore une fois, le maître, encore une fois, et son élève, dans la mesure où, avec les mœurs qu'on entend chaque jour, le maître s'est décrédibilisé en fait. Le maître n'est plus une référence de nos jours. La plupart des gens le constatent. C'est parce que tout simplement, c'est à défaut que les gens deviennent des professeurs. C'est à défaut, je l'ai dit. Beaucoup aujourd'hui, s'ils ont la chance, ils pouvaient évoluer sur d'autres horizons. Et l'expérience est là. Les gens ont tenté pas mal. Il y a certains qui commencent même à enseigner. Une fois qu'ils découvrent d'autres concours ailleurs, alors ils tentent leur chance de l'autre côté. Ça veut dire qu'ici, ils ne se réjouissent pas de l'enseignement qui est donné. Ils ne se réjouissent pas de ce qu'on gagne. Cette relation-là, c'est entre l'étudiant et l'enseignant. Ça doit être, le professeur doit être simplement un accompagnateur. Il doit accompagner l'étudiant dans son parcours, dans la recherche, n'est-ce pas, de ce qu'il s'est donné comme objectif dans la vie. Je dirais tout simplement qu'avec tous les maux qui minent la société,
et le système éducatif en général dans notre pays. Le professeur n'est plus une référence pour l'élève, comme dans le passé. L'enseignant d'hier avait une fonction très valorisante. Au-delà de l'école même, il travaillait à avoir un comportement exemplaire dans la société. C'était une référence. C'est lié d'abord à la qualité de la formation qu'ils avaient. Ensuite, ils avaient aussi des effectifs maîtrisés qu'ils pouvaient encadrer à leur guise, les orienter et les inculquer des valeurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans le système éducatif. Les effectifs ne sont pas maîtrisés, ce qui fait que les maîtres ne sont plus motivés. En plus, ils n'ont plus cette emprise sur les élèves. À la place de l'éducation, ils font seulement l'enseignement. Ils dispensent des connaissances, mais ils n'éduquent plus. Les enseignants aujourd'hui qui sont sur le banc ont des difficultés à transmettre le savoir, ce qui contribue à la baisse du niveau. Et les rapports qu'il a entretenus avec les élèves sont des rapports très familiaux, à telle enseigne que l'élève ne voit pas au professeur la référence qu'il faut. Le plus souvent, il le confond à un ami, et surtout quand des professeurs se permettent de demander de l'argent. De nos jours, tout est différent. L'enseignant peut faire n'importe quoi avec son élève ou l'étudiant. Tout est permis de nos jours. Bon, ce qui fait ça est que les élèves ou les étudiants ne respectent plus les enseignants et ça dépend de eux-mêmes. Je pense qu'avec l'influence de l'Occident, que les enfants adoptent un peu la manière de vivre des Européens, donc ils ne respectent plus les enseignants. Aujourd'hui, tout le monde peut venir de l'enseignement. Moi j'ai eu affaire à des gens qui n'ont jamais eu provocation d'aller enseigner, mais tout simplement parce qu'ils voient que c'est un marché facile et ils sont venus de l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus apporter quelque chose, mais c'est parce qu'ils pensent que c'est la seule façon de se réaliser, peut-être en termes économiques. Au Sénégal, on ne reconnaît plus l'école par rapport à la famille a baissé les bras, l'enseignant n'est plus ce qu'il était avant. Une ville comme Dakar, par exemple, dans chaque coin de rue, il y a une école, un directeur, un professeur ou un enseignant, il ne connaît même pas le nom des parents d'élèves, là aussi. Donc, la responsabilité des commissions des parents d'élèves a rendu l'école ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Monsieur Benkatra, une première réaction à ce micro-trottoir dans votre avis? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier Africable pour l'opportunité qui nous a été offerte pour être sur ce plateau et de témoigner. Et la première réaction, c'est que c'est une triste réalité. Une triste réalité et une forte interpellation. Interpellation des parents, interpellation des enseignants et de leur organisation, interpellation, bref, de la société par rapport à tout ce qui vient d'être dit, que je partage largement et on aura l'occasion d'en parler tout de suite dans le détail. Très bien. Monsieur Koulibaly, une première réaction? Ok, bonjour, je salue Africable et puis les téléspectateurs. C'est un honneur pour nous d'être sur ce plateau. Nous avons écouté les différentes interventions, alors je partage certains points, mais d'autres également sont à discuter parce que je trouve certaines déclarations trop simplistes. Très bien. Alors nous allons effectivement au cours du débat entrer dans ces détails qui sont souvent importants, puisque dit-on le diable se cache dans les détails. Tout à fait. Voilà, mais le temps de déblayer un peu le terrain de notre entretien. Alors, M. Benkatra, comment se porte l'école aujourd'hui dans nos pays? Une très bonne question. L'école aujourd'hui dans nos différents pays se porte relativement mal. Je ne peux pas dire mal, mais relativement mal. Vraiment mal. En ce sens que, à mon avis, elle n'est plus la priorité. La priorité non seulement des décideurs, et même la priorité
des parents. Si Pourquoi Quelle ne soit pas la priorité des dirigeants, ça on est d'accord, mais les parents, pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité pour les parents? Parce que beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'école, s'attendent à ce que le produit qui va être fini peut être redéployé et va servir cette famille ou bien ses parents. Donc, vous faites un sondage dans beaucoup de familles, il y en a qui vous disent, bon, j'envoie mon enfant à l'école, mais il devient un chômeur patenté. Alors il faut interroger les politiques. Voilà. Très bien. Monsieur Koulibaly, vous partagez un peu ce point de vue? Bon, au fait, moi je vais un peu plus loin. Oui. Comme Amélie Mandeng, on le dit, au lieu de s'en prendre à son point de chute, il faut s'en prendre plutôt là où on a trébuché. Et je pense que ce problème est beaucoup plus profond. Allons en profondeur. Oui, nous sommes dans une société qui traverse une crise terrible, que j'appelle moi-même une crise identitaire. Vous pensez que la crise de l'école est le reflet d'une crise sociétale? Absolument. Très bien. Et alors donc que l'école subit les conséquences, ainsi que d'autres secteurs, comme le débat d'aujourd'hui porte essentiellement sur l'éducation, nous allons rester dans le cadre de l'école. Au fait, si nous prenons la société africaine telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente, surtout l'Afrique subsaharienne, nous constatons que l'Africain n'est plus lui-même. Nous sommes en train de vouloir imiter des gens qui déjà sont dans des situations qui les dépassent. Nous voulons devenir comme eux. Cela fait en sorte que nous ne sommes plus ce que nous sommes. Nous ne sommes pas devenus ce que nous voulons être. Nous sommes comme la chauve-souris en quelque sorte. Alors on se cherche. La chauve-souris, pourquoi la chauve-souris? La chauve-souris parce que, vous voyez, elle n'est ni oiseau ni animal. Les autres oiseaux, on reconnaît l'oiseau par les ailes. La chauve-souris, elle les porte. Mais l'oiseau ne porte pas de dents, n'a pas de dents, mais la chauve-souris, elle en a. Donc c'est pourquoi je dis que nous sommes à peu près comme la chauve-souris. D'accord. Oui, voilà. Et c'est pour cela que je dis que la responsabilité, c'est nos décideurs, c'est les parents. Parce que tout au long du parcours au niveau de l'école, de l'étudiant et de l'élève, justement, cette formation traditionnelle fait défaut. Cette culture à laquelle nous sommes attachés et dont on se réclame manque justement. Elle manque, cette culture. Nous sommes tous fiers que nous devons appartenir au milieu culturel dont on est issu. Mais l'école oublie cet aspect. Et l'enfant, depuis à bas âge, quand bien même qu'il va au jardin jusqu'à l'école fondamentale, ne devrait pas être coupé systématiquement de ces réalités culturelles. Oui, mais M. Benkatra, donc au fond, est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement ce qu'est la mission sociale de l'enseignant? Que signifie enseigner et que signifie d'un autre côté éduquer? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des nuances? C'est quoi la mission de l'enseignant? L'enseignant, c'est les deux. C'est-à-dire? Il doit transmettre des connaissances, transmettre des compétences, mais en même temps éduquer. Éduquer dans le sens du père d'une famille. Parce que l'enfant qu'on lui confie, il est dans une institution qu'est l'école. L'enseignant doit considérer l'école comme une famille, comme le père qui est là et qui apprend à ses enfants de bien se comporter dans la société, de bien se comporter dans la maison, de savoir considérer les aînés, de savoir respecter les aînés, de savoir respecter le bien d'autrui, de ne pas mentir, de dire la vérité, d'être honnête, d'aimer son pays, d'être patriote, d'être prêt de défendre son pays par tous les moyens. Le père le dit à son enfant. Et l'enseignant doit faire en sorte qu'il accompagne cette éducation que l'enfant a auprès de son père. Donc, il doit transmettre les connaissances qu'il a eues. Lui-même, on l'a formé dans ce sens, pour que l'enfant apprenne de façon académique, mais mieux l'éduquer dans tout ce que je viens de dire. C'est ça le rôle de l'enseignant. L'éducation scolaire est-elle ou devrait-elle être le prolongement de l'éducation familiale? Ce qui pose le problème de la relation dialectique entre la famille et l'institution scolaire. M. Koulibaly. Oui, absolument. L'enseignant en tant qu'homme de science, en tant que cet individu en qui on fait confiance, on lui donne des futurs géants afin qu'il puisse les former,
inculquer en eux un avenir, donc nécessairement il doit prolonger, il doit continuer avec ce que la famille a commencé. Alors donc, dans les faits, on dit très souvent que l'homme dit ce qu'il sait, mais il produit ce qu'il est. Alors donc l'enseignant, il doit avoir ces deux qualités. Alors dire ce qu'il sait et produire ce qu'il est. Et ce produit-là doit être un bon produit qui peut impacter, n'est-ce pas, la vie des jeunes qui sont entre ses mains. De sorte que dans l'avenir, ils puissent toujours se référer à ces comportements, à ces attitudes pour asseoir leur propre personnalité. C'est cela. Monsieur Benkatra, oui. Si je vous donnais une échelle de 1 à 5, 5 étant le niveau de priorité le plus élevé, à quel niveau sur cette échelle-là de 1 à 5 situerez-vous la position dans laquelle les parents placent l'école, la scolarisation de leurs enfants? Je vais compléter un peu ma question. Oui. D'une part vis-à-vis des filles, d'autre part vis-à-vis des garçons, et en diagonale vis-à-vis des populations rurales et vis-à-vis des populations urbaines. C'est un peu compliqué, mais à quel niveau de cette échelle de 1 à 5 situerez-vous l'intérêt prioritaire des parents vis-à-vis de la scolarisation de leurs enfants? Aujourd'hui, oui, je le situe à l'échelle 2. Monsieur Koulibaly, vous vous situerez à combien? Alors, je trouve que les parents sont au point de départ. Alors donc, c'est à l'échelle 1 à mon niveau, et le professeur continue avec le reste, la société également à sa part. Très bien. Alors, Abraham Lincoln aurait dit, si vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains ont opté pour l'expérimentation de l'ignorance comme facteur de développement économique et social de nos peuples? Je ne pense pas. Quel est ce dirigeant africain qui doit cultiver l'ignorance en lieu et place de la culture éducative ou bien de la formation en tant que telle? Je ne pense pas qu'il soit un dirigeant aujourd'hui qui existe et qui place l'ignorance comme priorité. Je ne pense pas, je ne le partage pas, je ne pense pas. M. Koulibaly. Il y a un peu de controverse dans notre débat d'aujourd'hui. Il se trouve que je le partage très bien. Je pense que c'est ce qui se passe malheureusement dans nos États. Alors j'ai l'impression que l'État ne se faisant pas, nos États du moins, alors ne se faisant pas de soucis pour la formation, n'est-ce pas, des jeunes, on peut dire qu'ils sont en train d'encourager une politique de l'ignorance, maintenir la population dans l'ignorance afin de pouvoir la duper à son bon gré. Oui. Très bien. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose, sur moi, je ne partage pas tellement le point de vue de mon cadet Koulibaly. Je ne pense pas. Il faudrait peut-être avoir au-delà cette influence des politiques économiques qui s'imposent à nos pays. Sinon, on a la volonté vraiment d'aller développer nos systèmes éducatifs, mais aller parler jusqu'à le comparer à une certaine ignorance, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Mais il y a des politiques qui influencent les volontés affichées de nos chefs d'État pour faire de l'école vraiment le moteur du développement. Mais seulement les moyens qui devraient être développés sont des moyens un peu liés à des contraintes des politiques, disons, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nous sommes sur le plateau de Africable. Écoutez, sur l'ensemble du continent africain, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Sinon, tous les chefs d'État, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, leur priorité, c'est l'école. Mais les moyens qui doivent accompagner ces priorités sont des moyens inexistants. Et quelque part, on nous met dans un engrenage de cette politique financière pour carrément laisser l'école. Malheureusement, c'est ça le cas. Très Donc, bien. il n'y a pas une certaine... il faut une certaine révolution au niveau des chefs d'État africains. Vous avez vu des chefs d'État africains qui se révoltent? Bon, en tout cas, je le souhaite. Vous en connaissez? Bon,
On en parle, mais ce n'est plus autant de Kwame Nkrumah, en tout cas, de Nasser, etc. D'accord. On va organiser un autre débat sur cette question parce que je ne suis absolument pas d'accord avec vous, M. Benkatra. Et on va en discuter une autre fois. J'ai dit qu'il faut une certaine révolution. Oui, mais je n'ai pas dit qu'il y a des chefs d'État révolutionnaires. J'ai dit une force de révolution. Ça veut dire que peut-être que dans les années à venir, des chefs d'État qui vont arriver, il faudrait qu'ils rompent avec le système qui existe pour aller vraiment vers une véritable éducation qui nous appartient et à laquelle on va inculquer des réalités culturelles pour faire vraiment avancer nos États. Très bien. Monsieur Koulibaly, quand on dit relation enseignant-enseigné, de quoi parle-t-on en réalité? Je voudrais là que nous rentrions dans le cœur de notre sujet. Nous avons entendu le micro-trottoir, nous avons entendu beaucoup de choses dans les relations. Et alors, je vous donne la parole pour que vous, en tant qu'enseignant, vous nous dites de votre point de vue ce qu'on entend par relation enseignant-enseigné. Très bonne question, merci Marco. J'entends par relation enseignant-enseigné une feuille comme le recto et le verso d'une feuille. Autrement dit, l'enseignant n'existe que lorsqu'il y a des enseignés et les enseignés n'existent que lorsqu'il y a un enseignant. Donc, ils sont intimement liés. C'est la dialectique dont je parlais à l'introduction de notre sujet. Absolument. Alors donc, c'est un rapport de dépendance, c'est un rapport d'indépendance, c'est un rapport d'interdépendance. Alors, pourquoi rapport de dépendance? Au départ, l'enseigné dépend, n'est-ce pas, de l'enseignant, parce que l'enseignant, il possède quelque chose qu'il doit donner à l'enseigné. Alors ça, c'est le point de départ. Alors, rapport d'indépendance. À un certain moment, l'enseigné, il doit pouvoir se servir de ce qu'il reçoit de l'enseignant de façon autonome. Rapport d'indépendance, c'est que l'enseignant et l'enseigné doivent travailler ensemble de sorte que toutes les fois que l'enseigné est buté, que l'enseignant puisse répondre présent pour l'épauler. Voilà. Alors donc je situe le rapport dans ce cadre-là. Très bien. Alors avant de vous donner la parole, Monsieur Benkatra, je voudrais que nous suivions un premier duplex que nous avons à partir de Libreville, du Gabon, où nous allons discuter un peu avec M. Fridolin. M. Fridolin V. Messa, qui est secrétaire général du syndicat national de l'éducation du Gabon. Bonsoir, M. Fridolin. Bonjour, M. Marico. Je vous pose donc ma première question, qui est la suivante. Est-ce que la condition sociale de l'enseignant gabonais incite au respect de la profession de nos jours? L'enseignant aujourd'hui devient en quelque sorte un nécessiteux. Il vit aux dépens de la société. Il est obligé, par exemple, de faire des cours de rattrapage pour, effectivement, comme on dit, joindre les deux bouts. Il est obligé de travailler auprès des parents d'élèves pour le suivi à domicile des enfants. Il est obligé de demander du service, par exemple, pour se transporter pour aller à son lieu de travail. Il est obligé d'emprunter le transport d'un parent d'élève. Donc, et même lorsqu'il va au niveau des instructions financières, sa ressource ne lui permet pas, effectivement, de s'équiper ou de s'occuper correctement de sa famille. Donc aujourd'hui, la considération qui était pour l'enseignant d'hier attend de plus en plus à disparaître. Alors pourquoi n'est-il plus la référence morale et intellectuelle qu'il était il y a à peine 2 décennies?
Effectivement, parce que l'environnement économique aujourd'hui ne permet plus plusieurs débouchés. Donc aujourd'hui, le seul secteur qui est en mesure de résorber un grand nombre de jeunes en quête d'emploi, c'est le secteur enseignement. Donc aujourd'hui, le cas du Gabon, lorsqu'un jeune arrive dans l'enseignement, c'est parce que c'est là où l'offre se présente pour lui. Et il vient simplement pour avoir un peu budgétaire, pour avoir un petit salaire. Donc pour lui, il n'y a pas la conviction d'enseigner, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vocation. Donc aujourd'hui, l'enseignant est obligé de faire des pratiques qui sont répressibles, condamnables par les syndicats. Par exemple, au Gabon, nous avons le phénomène de moyenne sexuellement transmissible. Nous avons le moyen âge des nôtres, parce qu'il faut dire à un parent que si vous voulez que votre enfant passe en classe supérieure, il faut me donner tel montant. Si vous voulez que je puisse aider votre enfant à obtenir le bac, il faut miser telle somme. Donc c'est autant de pratiques qui sont condamnables, qui poussent effectivement de plus en plus l'enseignant à devenir entre guillemets un paria de la société. Merci Monsieur Fridolin depuis Libreville et je vous souhaite très bonne soirée. Merci Monsieur Marco. Monsieur Benkatra. Oui, je voudrais au passage donner bonjour à Fridolin, qui est un camarade de lutte. Profitez-en pour réagir. Bien sûr, merci bien Mariko. Moi, je reviens à ça pour dire que c'est les mêmes réalités au niveau de notre pays. Ce n'est pas Koulibaly qui va nous dire le contraire. Moi, je situe cette problématique, relation entre l'enseignant et l'enseigné, au recrutement d'abord de l'enseignant. Les critères pour recruter l'enseignant sont des critères auxquels, malheureusement, n'importe qui rentre dans le système éducatif. Expliquez-nous pourquoi, expliquez-nous d'où ça vient, expliquez-nous comment ça se passe. C'est à tous les deux que je pose la question. Voilà. Et je termine en vous posant donc une question qui vous permettra de rentrer dans le sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça est parti de Jomsien, des programmes d'ajustement structurel et de l'ambition de l'éducation pour tous? Absolument. 1990, Jomsien. Je reviens. J'ai parlé de recrutement. Quand nous, on nous recrutait, et nos aînés, c'est sur la base d'une enquête de moralité. N'importe qui n'est pas recruté. L'enseignant, comme beaucoup l'ont dit, c'est un métier sacerdotal. Celui-là qui doit enseigner doit être d'abord physiquement. Il doit normalement avoir aucun handicap. Parce qu'il y a des handicaps, quand tu enseignes, ça peut amener la relation entre enseignant et enseignant sur d'autres pistes. Donc le recrutement de l'enseignant doit être un recrutement basé sur une enquête de moralité. Qui est celui-là qui viendra avoir un enfant qu'il doit former? 1. 2. Est-ce qu'il aime le métier? Est-ce que c'est la vocation, comme l'a dit Fridolin, et comme l'ont dit beaucoup de ceux qui ont passé tout de suite en témoignent tout de suite dans l'émission. Après le recrutement, c'est la formation initiale. Ceux-là qui doivent former les enseignants doivent être des formateurs d'enseignants. Malheureusement, dans la plupart de nos cas, ici au Mali par exemple, l'école normale supérieure, c'est des professeurs d'enseignement secondaire qu'on mute dans les instituts de formation de maîtres. Donc, ils ne sont pas sortis d'école de formation de maîtres. Alors, à ce sujet, je vous interromps une seconde simplement pour introduire un élément dans le débat et vous continuerez à parler. Parce que au Mali, par exemple, dans votre pays, au Mali, en 2003, c'est-à-dire il y a 11 ans, environ 72% des enseignants chargés de cours du premier cycle de l'enseignement fondamental public étaient des contractuels, c'est-à-dire ceux dont nous allons parler tout à l'heure. Je viens à ça. Donc je viens au troisième aspect. J'ai dit le recrutement. On doit veiller à qui on doit recruter. Et quelles sont les bases sur lesquelles on doit les faire recruter pour aller à l'institut de formation de maîtres. Deuxièmement, la formation. Ceux-là qui doivent transmettre les connaissances doivent être des enseignants formés dans une école de formation, c'est-à-dire formateurs de formateurs. Ensuite, une fois l'enseignant terminé, il faut une formation continue. Ça fait défaut. Mais mieux, dans tout ça, est-ce qu'au cours du cursus du futur enseignant,
il y a eu la transmission de connaissances culturelles et traditionnelles pour les savoirs locaux. Les savoirs locaux, le milieu dans lequel on doit enseigner, l'enfant qu'on doit avoir entre les mains, il vient de quel milieu, je dois le savoir, tout ça. Tout ça, ça manque. Et ce qui met en panne la relation entre l'enseignant et l'enseigné. Pour revenir à la question relation enseignant-enseigné, pour moi, c'est un devoir de transmettre non seulement des connaissances à l'enfant, à un enfant qui doit savoir celui qui me transmet les connaissances, il est comme mon papa, il est comme mon père. Je lui dois respect et considération. Mais mieux, à l'enseignant aussi de savoir, celui-là, il est comme mon enfant. Les relations doivent strictement rester entre la transmission des connaissances, mais aussi le façonner, l'éduquer pour être un bon produit demain. Ça doit s'arrêter à là. Très bien. On va continuer le temps d'entendre le son de cloche de M. Koulibaly par rapport à la même problématique. D'accord. Par rapport à la même problématique, je ne vais pas revenir sur les aspects développés par l'aîné. Alors, mais je dirais tout simplement qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il a développés qui relèvent nécessairement du gouvernement, n'est-ce pas, de la politique de nos autorités et non de l'enseignant lui-même. C'est le gouvernement qui recrute, c'est le gouvernement qui doit faire des enquêtes morales, c'est le gouvernement qui doit faire le recyclage pendant le service de l'enseignant. Donc, sur ce plan, je ne vois pas l'enseignant comme fautif, n'est-ce pas, tel que les uns et les autres ont eu à le dire. Alors, mais je déplore quelque chose. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe dans le temps, comme il l'a dit, en leur temps, le temps de nos aînés? Alors, l'enseignant venait en classe, alors, dans le seul souci de transmettre le savoir. Alors, il n'avait pas à rechercher à asseoir son autorité. L'autorité, elle était là d'office. Il n'avait pas à rechercher le respect. Le respect, il était là d'office. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, ce qui s'est passé, alors, c'est une sorte de cataclysme. Permettez-moi de vous lire un passage dans la République de Platon. Vous allez aimer ce que dit Platon. J'espère que les téléspectateurs aimeront aussi. Je le pense. Voilà ce que Platon écrit dans sa République. Que par exemple, dis-je, le père s'habitue à devenir semblable à l'enfant et à craindre ses fils, et le fils à devenir semblable au père et à n'éprouver ni honte ni peur devant ses parents, puisque bien sûr, il cherche à être libre. Premier aspect. Deuxième aspect, alors, il va plus loin, il dit, alors, le maître dans un tel climat craint ceux qui fréquentent son école et les cajolent, et ces derniers font peu de cas des maîtres. Il en va de même pour les précepteurs. Alors, il tire sa conclusion. Il dit, eh bien donc, mon ami, dis-je, tel est le point de départ, si beau et si juvénile, d'où naît la tyrannie, à ce qu'il me semble. Alors donc, le cataclysme, vous voyez, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un désordre total qui s'est implanté. Le père qui devient fils, le fils qui devient père. Le maître, finalement, n'a pas le choix. Il ne fait que cajoler. Parce que le père devient finalement le garde-corps de son fils. Alors, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos écoles. Le maître n'a plus cette autorité. On lui a retiré son autorité. Qui? Les parents. Monsieur Ben Katra, qui a retiré l'autorité du maître? La société. C'est-à-dire? Ça veut dire que on n'accorde plus cette importance à l'institution. Mais pourquoi? Ma question c'est ça. Pourquoi? Pourquoi en sommes-nous? Justement, il a parlé de cataclysme. Je dis parce qu'il y a une injonction. Et ça revient à ce que j'ai dit. Sans pour autant dire que c'est l'enseignant qui est fautif. C'est ceux-là qui sont assurés de la politique de la formation de l'éducation qui sont fautifs. Cette injonction, cette injonction, elle est venue de nos partenaires techniques et financiers. Non, que nous avons accepté. Que nous avons accepté et que nous ne devons pas. Pourquoi avons-nous accepté? C'est pour cela que j'ai parlé du recrutement, de la formation initiale. Ça n'existe plus. Parce qu'avant, cette formation,
Cet enseignant qu'on recrute, c'est par vocation. Cet enseignant aime le métier. Qu'est-ce qui nous a amené dans la logique des contractuels et des volontaires? Qu'est-ce qui nous a amené là? Cette politique de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Mais pourquoi on l'a accepté? Parce que les écoles de formation ont été fermées, M. Marico, à un moment donné, sur instruction de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Et on a accepté ça? Et dans les années 1900, nos États les ont acceptés. Je vous donne une petite citation avant de continuer. Voilà. Dans un rapport récent donc, des Nations Unies, il est écrit, au Niger par exemple, une enquête qualitative a révélé que la plupart des maîtres, notamment ceux qui n'ont pas de diplôme professionnel, en sont venus à l'enseignement parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi lié à leur diplôme académique. C'est la plupart dans la plupart de nos pays. Dans la plupart de nos pays, vous avez... Alors, en plus, c'est l'école, donc ils ne sont pas formés pour, et généralement, d'après en tout cas les informations que j'ai, ils ont une rémunération inférieure à celle des maîtres fonctionnaires, enfin si on peut appeler ça des enseignants fonctionnaires. Bon, je voudrais quand même préciser que ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du Mali, il faut se le dire. Bon, enfin, je ne parle pas qu'aujourd'hui, en tout cas, oui, ils ont le même niveau de salaire. C'est le cas du Mali que je connais. Peut-être que ces pays sont en train d'aller vers ce que le Mali est en train de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, c'était effectivement des contractuels, des vacataires, et qui n'avaient pas une rémunération comparable à celle des fonctionnaires. Mais cela n'existe plus aujourd'hui, il faut le dire. Okay. Et le mot contractuel d'ailleurs a tendance carrément à s'éteindre au niveau de notre pays parce qu'ils intègrent tous aujourd'hui ou la fonction publique de l'État ou la fonction publique des collectivités. Sans qu'ils aient la compétence pédagogique nécessaire pour enseigner. Ils ne l'ont pas. Ils sont nombreux ceux qui ne l'ont pas. Majoritairement. Et justement, ils devraient avoir cette politique de formation continue pour les adapter. Malheureusement, nos États n'ont pas les moyens pour aller dans ce sens-là. Très bien. Ça. Alors, M. Koulibaly, oui. Dites-nous, quels sont les facteurs qui peuvent impacter négativement les relations entre enseignants et enseignés? Il y a beaucoup de facteurs. Oui, donnez-nous les principaux. J'en citerai quelques facteurs. Oui. Le premier facteur, c'est d'abord la société, et plus particulièrement les parents. Parce que si je dis la société, c'est assez vaste, les parents d'élèves. Ils doivent être les premiers, normalement, à donner une bonne perception de l'enseignant aux enfants. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les parents sont les premiers à critiquer les enseignants devant les enfants. Ils sont les premiers à combattre les enseignants pour les enfants. Alors donc, ce facteur-là joue négativement sur le rapport enseignant-enseigné. L'autre facteur, c'est quoi? C'est la politique de nos gouvernements. Quand tu viens dans le cadre de la formation, de l'éducation, tu supprimes la correction corporelle. C'est pour donner aux enfants, n'est-ce pas, cette opportunité de laisser aller, de laisser faire. Chose qui ne marche pas dans le milieu éducatif. J'ai toujours dit à mes élèves que l'école est un lieu où on apprend la démocratie. Mais l'école n'est pas un lieu d'exercice de la démocratie. C'est-à-dire souvent les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent, il faut leur imposer cela. Et c'est la tâche de l'enseignant. Mais, chose bizarre, à cause des politiques de nos gouvernements, l'enseignant n'a plus cette arme-là, donc il se voit limité. Alors donc cela également impacte négativement ce rapport. Alors avant de continuer sur les impacts négatifs oui. Des relations entre enseignants et enseignés, je voudrais que nous prenions notre deuxième duplex à partir de Dakar, où nous allons rejoindre M. Abdou Diaw. Abdou Diaw est le directeur de l'enseignement élémentaire du Sénégal. Bonsoir M. Diaw. Bonsoir M. Marico. Alors, ma question c'est comment analysez-vous, en ce qui vous concerne, notre problématique de ce soir? Merci beaucoup. Je pense que vous touchez à une question très importante, la relation entre enseignant et enseigné. On dit souvent que de cette relation dépend la réussite. La nature de cette relation dépend de la réussite de l'élève. Aujourd'hui, comme vous le savez, la relation entre enseignant et enseigné, c'est aussi un problème qu'il faut prendre dans un contexte global. De valeurs, d'un certain nombre de comportements et d'un certain nombre aussi de pratiques en vigueur dans les sociétés. Aujourd'hui, je pense que la dépréciation de la relation enseignant-enseigné n'est pas le fait exclusif peut-être de l'école, mais il faut aussi rechercher les raisons de cela dans la société globale. On a toujours peut-être insisté sur l'importance de la déontologie, la formation professionnelle, la déontologie de l'enseignant.
pour que lui-même qu'il puisse non seulement mesurer l'importance de ses responsabilités, l'enseignant ou le maître de manière générale, qu'il puisse mesurer ses responsabilités, mais qu'il puisse aussi bien connaître le sujet avec qui il a affaire, c'est-à-dire l'élève ou l'apprenant. Parce que c'est en comprenant l'élève, en comprenant son mode de fonctionnement, en comprenant ses motivations principales, en comprenant aussi sa manière d'appréhender le monde, que peut-être le maître peut construire effectivement les rapports de travail, les rapports entre maître et disciple de manière générale. Est-ce que nous devons en conclure que l'enseignant n'est plus à la hauteur de la mission à lui confiée par la société? Je disais tout à l'heure que c'est aussi une question qui un peu relève de la société de manière globale. C'est une question de valeur, c'est une question de relation personnelle. Bon, si vous vous référez à l'époque, par exemple, entre l'enseignant et l'apprenant, c'était presque la relation classique entre le maître et son disciple, qui suppose la discipline, le respect, l'admiration et tout. Aujourd'hui, je crois que la perception que l'enseignant peut avoir de son enseignant ou de son professeur, c'est exactement la perception, n'est-ce pas, qu'il a du savoir, qu'il véhicule. Parce qu'à l'époque, le savoir, c'était sacré. Le savoir, c'était en fait un peu ce qu'on pouvait avoir de plus précieux dans le monde. C'était ça un peu la raison même d'être de l'être humain et de l'individu. Bon, aujourd'hui, vous voyez bien, peut-être à la place du savoir, il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui l'école est la valeur principale? Est-ce que le savoir véhiculé ou incarné par le professeur ou par le maître, c'est la valeur principale? Parce que le maître, il est perçu tel que, effectivement, ce qu'il représente et ce qu'il incarne est perçu. Merci, M. Diaw, et bonne soirée à Dakar. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous revenons et en même temps j'introduis une nouvelle notion dans notre discussion, mais je vais donner la parole à Ben Katra. Pour ça, oui, vous n'aviez pas fini, mais on reviendra à vous. Voilà. J'introduis dans la discussion la question suivante. Est-ce que dans la formation des enseignants, il existe un code moral? Vous prenez ça en compte donc dans votre réaction. Nous vous écoutons. D'accord. Merci bien pour revenir un peu aux impacts que je qualifie carrément de négatif. Oui, tout à fait. Et je le situe sur 4 structures, si vous me permettez. Allez-y. Mais je voudrais d'abord au préalable dire que la première école à laquelle appartient l'enfant, c'est l'école familiale. Et l'enfant arrive dans la deuxième école, qui est l'école classique, qui doit faire sa vie plus tard. Mais c'est d'abord la famille. Donc ce produit qui vient de la famille doit être préparé. Malheureusement, pour rejoindre Koulibaly, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une véritable crise de notre société. Et aujourd'hui, pour la plupart des cas, certains parents ne demandent plus à l'enfant combien tu as eu, est-ce que tu travailles bien, ou ne passent plus à l'école pour savoir si l'enfant se comporte bien, si l'enfant travaille bien, si l'enfant ne chôme pas. Pour la plupart, les parents ne passent pas. Mais mieux, lorsque l'enfant échoue, beaucoup de parents se plaignent de l'échec de l'enfant, sans au préalable se poser la question, qu'ai-je fait pour que l'enfant puisse passer? Oui, ça c'est un, je termine. On m'a pas dit, Deuxièmement, on m'a pas dit combien je dois donner pour qu'il passe. Deuxièmement, si le parent est là périodiquement au niveau de l'école, il saura quelle est l'attitude que l'enfant a au niveau, que son enfant a au niveau de l'école. Deuxièmement, après le parent, c'est l'État. Les politiques de formation, de recrutement, du type d'enseignant qui doit accompagner cette éducation de l'enfant qui quitte la première école pour la deuxième école, ce n'est pas cet enseignant aujourd'hui, malheureusement, qui vient dans le système, pas par vocation, et qui manque de formation, et qui manque de moyens. Et de motivation. Et de motivation. Vous voyez, ensuite, je viens à l'élève lui-même. Voilà comment il quitte la famille pour arriver à l'école. Il n'a pas été préparé pour cette école, qui est la deuxième et dans laquelle on doit compléter ce qu'il a appris déjà dans la famille. Et je reviens à l'enseignant lui-même. Celui-là qui rentre dans le système alors qu'il ne l'aime pas. Parce que tout simplement, il veut avoir quelque chose à la fin du mois. Comment voulez-vous que les relations soient bonnes entre l'enseigné et l'enseignant? Alors, en conclusion, il faut une refonte
une véritable réforme. On va y arriver, c'est la dernière partie. Mais Il faut nous arrivons déjà à la dernière partie. Maintenant, par rapport à la question que vous avez compris, la formation, vous avez parlé de... Non, j'ai parlé de code moral. Est-ce que lorsqu'on forme un enseignant... De plus en plus dans nos... Est-ce qu'il y a un code moral qu'on lui inculque et auquel il est tenu et qui peut être sanctionné, et sanctionné par qui? Oui, en cas de transgression. Ça existe, mais ça ne se dispense pas comme une leçon de mathématiques, une leçon de français, leçon de physique-chimie. C'est peu. Très bien. C'est peu. Très bien. Je me retourne donc vers M. Koulibaly qui va poursuivre. Mais je voudrais aussi en même temps, pour gagner du temps, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, je vais vous poser un autre problème que vous traiterez en même temps dans votre réponse. Je suis un enseignant, je tombe amoureux d'une de mes élèves. Oui. Qu'est-ce que je fais? Ok. D'accord. Finissons d'abord avec les impacts négatifs. Alors, j'allais mentionner un dernier impact négatif qui est la facilité. Alors, cette facilité qui est d'abord encouragée par les parents eux-mêmes. Alors, le doyen disait tout à l'heure que les parents ne se présentent pas à l'école à temps. Alors, c'est à la dernière minute qu'ils viennent. Et quand ils viennent avec un paquet. Ils veulent acheter les notes avec leurs moyens financiers. Un intervenant du Gabon nous a parlé de notes sexuellement transmissibles. Oui. Il y a cette perversion aussi. Oui, justement, j'en viens. Alors, il se trouve que du côté de ceux qui n'ont pas cette capacité financière et qui aiment aussi la facilité, offrent leur corps pour obtenir la note. Alors donc, il y a cette pression qui vient sur le professeur qui, à chaque fois qu'il refuse, est vu par la société comme un méchant. Vous voyez, pas comme un homme sévère, mais comme un méchant. À titre d'exemple, bac 2011, une fille m'a insulté, tu n'as pas l'idée, en classe. Parce que tout simplement, je l'empêchais de voler. Vous voyez? Alors, il me dit, mais est-ce que tu as un enfant? Est-ce que toi, tu as un cœur? Tu es méchant. Voilà. Vous voyez? Alors, je souriais seulement. Parce que je savais ce que je faisais. Et je sais que ce n'est pas la méchanceté. Vous voyez, il y a cet impact aussi. Les parents doivent comprendre cela. Très bien. Alors donc, la question est problématique que vous venez de poser tout à l'heure. Pourquoi elle est problématique? Oui, problématique parce que c'est un problème sentimental. Vous voyez ce que ça fait. Bon, en temps normal, l'enseignant, il ne doit pas éprouver un sentiment de ce genre à l'endroit. Mais vous savez bien, M. Koulibaly, qu'il s'agit d'un sentiment naturel et animal. Oui. Comment le contrôler? Bien. Alors, vous savez, Aristote distingue 3 sortes de vie. La vie animale, la vie politique et la vie philosophique. L'enseignant, il doit posséder la vie philosophique normalement. Alors, qu'est-ce que Aristote appelle la vie politique? C'est manger, dormir et faire l'amour. Alors, l'enseignant, il doit être au-delà de cette vie-là. C'est ça. Alors, la vie politique, Aristote dit qu'elle est aléatoire, comme vous le voyez déjà. Alors, mais la vie philosophique consiste à situer sa vie entre l'excès et le défaut. Alors donc, l'enseignant, il doit avoir la maîtrise de soi. Le sentiment, il est là, il se manifeste. Mais l'homme a aussi cette autorité, cette force interne qui le permet de dire à la passion, ok, tu veux te manifester, mais je ne te permets pas. C'est-à-dire que vous appelez à une désincarnation de la nature humaine. Tout à fait. Monsieur Benkatra. Je ne dis pas plus. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation malsaine des relations entre enseignants et enseignés? Nous arrivons au terme de l'émission. Il faut que nous concluions. Alors, proposition. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut revoir tout le système. C'est-à-dire, concrètement? Savoir qui on doit recruter. Je reviens à ça. Qui on doit recruter et qui doit être enseignant. Interpeller les parents pour qu'ils jouent le rôle de relation entre l'école, l'enseignant et les parents. Mais avant cela, est-ce qu'il ne faudrait pas au départ que nos gouvernants nous disent quelle est la vision qu'ils ont de nos sociétés? J'ai commencé par l'enseignant, j'ai commencé par le parent, j'ai fini par l'État. Allez-y. Et c'est là où le gros du problème réside. Il faut que l'État, au lieu de faire beaucoup d'états généraux,
beaucoup de forats, beaucoup de forums. Il faut qu'on revienne à de véritables réformes. Véritables réformes. Dans les dites réformes, il faut prendre en compte toutes ces considérations pour que l'école revienne à elle-même. L'école n'est pas à elle-même aujourd'hui. L'école est certes dans la société, mais la crise de la société nous a fait perdre toutes les valeurs de notre école. Mais mieux, les politiques néolibérales ont beaucoup impacté sur les décisions de nos chefs d'État. Il faut un courage politique, il faut une certaine volonté politique pour comprendre que l'école, sans elle, l'État n'avance pas. Sans l'école, la société n'avance pas. Sans l'école, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de nation. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Donc, nous devons nous retrouver, tous les acteurs, pour qu'on puisse véritablement réfléchir et donner encore une autre chance à notre école, à mon avis. Monsieur Koulibaly, donc là, nous sommes dans la dernière partie. Okay. C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que il y a eu des séminaires, des colloques, des congrès, des états généraux. Des états généraux. Des milliards et des milliards, semble-t-il, sont injectés dans les systèmes éducatifs de nos différents pays. Mais rien ne marche. Mais nous constatons une dégradation continue du système, dégradation accentuée par ailleurs par un autre paramètre qui est celui de la croissance démographique qui n'est pas maîtrisée et qui fait que tous les ans, ce sont des centaines de milliers d'enfants qui viennent sur le marché du travail. J'allais dire le marché de l'école. Et bon, on fait quoi? J'ai lu quelque part qu'en 2015, c'est-à-dire demain, il y aurait en Afrique, en tout et pour tout, 176 millions d'enfants à scolariser. Et que pour ça, il faut 4 millions d'enseignants. Moi, ça me dépasse ça. Alors, on est dans une perspective de 2015 à 2030. On a oublié. Là, on est à 2015, là. C'est demain. Oui, M. Koulibaly. Ok. Alors, donc, je dirais tout simplement que ce qu'il faut faire, c'est que nos autorités doivent eux-mêmes constater et à partir de ce constat trouver la solution. Ces réformes ont échoué. Pourquoi? Parce que tout simplement, la proposition est venue d'ailleurs. Voilà. Et en milieu mandingue, on dit que celui qui habite la maison, c'est lui qui sait là où ça suinte. Tu ne peux pas aller appeler quelqu'un d'autre, viens réparer mon toit, qui n'habite pas ta maison à ton absence. FMI, Banque mondiale. Oui. Et justement, c'est ce qui se passe dans nos pays. Il faut que nos autorités eux-mêmes s'asseyent, qu'ils constatent les problèmes et ensemble, on va résoudre le problème. Oui, mais là ça présuppose une volonté politique dont je m'excuse de dire que précisément ceux dont vous vous référez, ceux à qui vous vous référez, voilà. Donc, elle est absente, cette volonté politique. Ou bien il y a une semblable volonté politique. Tout à fait. On le dit de façon politique, mais il n'y a pas la conviction politique pour aller vers ça. Et un second aspect, les parents. Et quand je dis, Mariko, je te fais confiance, cette confiance doit être présente, n'est-ce pas, dans tous les aspects de nos rapports. Je ne peux pas te dire, je te fais confiance, alors qu'il y a un doute au fond de mon cœur. Expliquez-vous, parce que là, je ne comprends pas bien. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les parents envoient leurs enfants à l'école. Mais en envoyant déjà l'enfant à l'école, alors il se fait une idée préconçue sur l'enseignant, qu'il n'a jamais vu d'abord, qu'il n'a jamais rencontré. Cette idée préconçue aveugle l'analyse des parents sur les enseignants. Et je vous dis, Marco, je suis dans la classe, il y a beaucoup d'analyses qui sont vraiment fausses sur les enseignants. Parce que tout simplement, il y a trop d'idées préconçues. Les parents d'élèves, ils doivent faire fi à cela. Quant aux élèves, ils doivent comprendre que l'école est un lieu d'apprentissage. Et l'apprentissage se fait dans la douleur. Ils doivent accepter d'apprendre dans la douleur, doivent accepter de souffrir, ils doivent accepter ce sacrifice qui ne prend pas tout le parcours de leur vie. C'est juste un laps de temps qu'ils doivent profiter au bon moment, puisque le temps est irréversible. Alors, quant aux enseignants, je suis moi-même dans la classe,
L'enseignant doit comprendre au point de départ qu'il ne vaut pas mieux que l'enfant qu'il encadre. Ça, c'est très important. L'élève que j'encadre, je ne suis pas plus intelligent que lui. Je l'enseigne parce que je suis né avant lui. S'il était né avant moi, il m'aurait enseigné aussi. Donc tu ne peux pas le voir comme un bon-à-rien. Alors donc nous devons considérer les enfants comme, vous voyez, les petits de l'homme et non un petit homme. Donc les enseignants doivent faire la lecture entre ces deux connotations. L'enfant est le petit de l'homme, mais il n'est pas un petit homme. Donc c'est un petit qui est appelé à grandir. C'est vrai qu'on a affaire à un professeur de philosophie. Alors je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner quelques chiffres. Voilà, je retrouve dans mes notes. Donc c'est selon les projections démographiques de la division de la population des Nations Unies, qu'il est établi que l'Afrique comptera environ 176 millions d'enfants en âge d'aller à l'école en 2015, c'est-à-dire bientôt. Dans 2 mois. Voilà. Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous donne à chacun de vous 30 secondes pour conclure, en commençant par vous, M. Koulibaly, et on va clore avec M. Benkatra. Alors, je remercie Africable, je remercie également les téléspectateurs, très contents d'être sur le même plateau avec le doyen. Alors, je dirais tout simplement que c'est un problème qui est là, alors très sérieux, mais ce n'est pas une fatalité. Nous avons ébauché les problèmes et nous avons aussi ébauché les solutions, quitte à nous tous, les décideurs, les acteurs et les parents d'élèves ainsi bien que les élèves, d'appliquer ces différentes perspectives que nous avons proposées tout à l'heure. Merci. Merci bien. Je voudrais profiter du plateau d'Africable, chaîne continentale, pour dire ceci. Je m'empresse de dire souvent que nos chefs d'État se targuent de dire que nous avons réussi à organiser les Coupes d'Afrique de Nations. Certains chefs d'État même se targuent de dire que nous avons réussi à organiser la Coupe du Monde. Je souhaite dans les années à venir que les chefs d'État se targuent de dire « j'ai réussi à faire sortir l'école de cette crise sociétale » et que l'école revienne à elle-même. Et que consciencieusement qu'on dise que sans l'école, nos pays n'iront pas de l'avant. Je souhaite vivement que l'école soit au cœur des préoccupations des futurs chefs d'État, mais pas de ceux-là qui se soucient à bien organiser des coupes de basketball, de football, mais que l'école soit le challenge. Le challenge, cette priorité, cette vision, cet amour de faire bouger nos États et de donner la chance à ces millions d'enfants qui se retrouvent dans des situations de banditisme, de djihadisme, pour qu'on leur donne la chance d'aller à l'école pour sortir de l'ignorance et qu'on les accompagne pour qu'ils puissent avoir de l'emploi, mais le tout basé sur nos valeurs culturelles fortement ancrées. Et je suis sûr que cette richesse culturelle que nous avons, si nous l'amenons encore à l'école, nous irons de l'avant. C'est le cri de cœur. Merci, messieurs. Merci pour ces excellentes contributions à notre entretien de ce soir. Mesdames et messieurs, la société civile en Afrique est-elle une force positive de changement, de proposition et de veille démocratique? Ou alors est-ce simplement un refuge pour opportunistes habiles en matière de survie alimentaire? Je vous invite à en discuter vendredi prochain, si vous le voulez bien. Et comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos observations, vos questions et vos critiques au 00223 44 20 80 80, vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Excellente soirée chez vous. Merci de continuer à nous faire confiance et à vendredi.